Oui, malheureusement, les Sénégalais n'ont pas besoin d'être convaincus. C'est une situation qu'ils vivent tous les jours. Le Sénégal devient de plus en plus difficile, c'est la réalité, économiquement parlant. Tous les secteurs vitaux de l'économie sont presque en veilleuse. Certains sont complètement à l'arrêt. Et ça, notamment les BTP. Le BTP, le secteur des infrastructures, les collectivités territoriales. Tu as parlé du BTP. Je vais te rappeler que l'un des plus grands projets de l'ancien régime, c'était le projet de désenclavement, projet PSD, Programme spécial désenclavement. Mamoudou, c'est un projet de 500 milliards qui devait être financé par le gouvernement anglais, donc par une banque anglaise en accord avec le gouvernement anglais, pour désenclaver des centaines de villages de ce pays. 2700 km de voirie et de routes bitumées partout au Sénégal. 50 000 emplois. Des centaines de PME sénégalaises avaient commencé à contracter des contrats pour réaliser des tronçons de route. Je peux citer le tronçon qui Tuaon passe à Diogo jusqu'aux ICS. Je peux citer la route qui quitte Ngaye Mékhé, qui passe par Médina Dakar, Pekes, Niakhène, jusqu'à Tilmaha. Je peux citer la route qui quitte Koul, toujours dans le département de Tuaon, passe par Babagara jusqu'à Toubatoul. Je peux citer la route qui quitte le village du président de la République, Ndiaganyao, qui passe par Ndiayen Sira jusqu'à Khombol, avec une bretelle sur Ngoundiane, y compris la départementale de Ngoundiane qui quitte le croisement. Donc j'ai cité juste ces axes-là. Je peux citer également la rue Tasset, Tentoubab, jusqu'à Ngekho. C'est un ensemble d'axes routiers qui devait être financé par ce programme. Et il y en a partout dans les 46 départements de ce pays. Vous voulez dire que c'est compromis maintenant? Ce projet est compromis alors que tout a démarré. Pourquoi? Parce que le bailleur aujourd'hui, à cause de la tension qui existe entre l'État du Sénégal et le FMI, ce bailleur a suspendu ses financements au moment où certaines entreprises avaient commencé, y compris même la voirie de Dakar. Il y a beaucoup de pavages qui devaient être faits dans Dakar. Ça ne faisait pas de ce programme. Ce projet-là a arrêté. C'est 500 milliards. Donc, si vous allez sur ces chantiers, ils sont tous à l'arrêt. Il n'y a pas possibilité quand même de faire... Mais tout dépendra de l'ingéniosité du gouvernement, surtout de ses rapports avec le FMI. Ce n'est pas seulement ce projet qui est à l'arrêt. Vous allez dans les collectivités territoriales. Il y avait un programme qu'on appelait le PACASEN. C'était 130 milliards de francs CFA dans sa première phase. C'était avec la Banque mondiale. C'est un programme pour 124 agglomérations. C'est un programme que l'État du Sénégal avait fait avec le président Macky Sall pour booster les infrastructures dans les grandes agglomérations. 124. Il était même envisagé de faire un PACASEN rural pour les anciennes communes. Mais c'était pour les grandes villes. 130 milliards. Le programme avait bien démarré sur 3-4 ans. Toutes les communes urbaines ont eu à avoir des trucs. Il y avait une deuxième phase de 110 millions de dollars, à peu près 55 milliards. Donc globalement, le programme s'est allé sur un peu moins de 200 milliards de francs CFA. Figurez-vous, Mamadou, depuis 2 ans, aucune commune, aujourd'hui, sauf certaines qui avaient quelques retards dans leur projet de paiement, n'a pas reçu un seul franc. Donc les projets dans les communes sont à l'arrêt du PACASEN. Depuis plus de 18 mois que ce régime est arrivé. Ici, ajoute qu'au moment où je vous parle, les collectivités territoriales n'ont toujours pas reçu leur fonds de concours. Alors, décidément. Parce qu'en termes d'accompagnement, les communes reçoivent de l'État à partir des impôts qu'ils collectent. C'est leurs impôts qui sont collectés dans d'autres États, par exemple aux États-Unis. Les communes reçoivent 3 types d'impôts. L'impôt pour la ville, l'impôt pour l'État, la région. L'État, mais l'impôt pour le gouvernement fédéral. Les communes américaines, par exemple. Dans une petite commune, voilà, 3 types d'alimentation. Ici au Sénégal, c'est l'État qui collecte tout. Mais pour redistribuer ça, c'est sous forme de transfert.
on appelle le fonds de concours. C'est pour financer souvent le fonctionnement, les salaires, le carburant, les fournitures. Et les fonds d'équipement collectivité territoriale. Ça, c'est pour faire les investissements. Et en plus de cela, il y avait une cagnotte qu'on avait votée, qu'on appelle CEL, la contribution économique locale, qui était reversée également aux communes. Et les ristournes. Principalement, c'est les 4 types de ressources que les communes recevaient jusqu'à l'avènement du président Macky Sall. Mais à ce jour, les communes n'ont reçu que le fonds de dotation. Okay. Au même moment, tous les autres fonds ont baissé. L'État dit qu'il a augmenté de 5 milliards les fonds de concours, mais à l'arrivée, toutes les communes sénégalaises ont vu leurs fonds de concours baisser par rapport à l'année dernière. Donc, elles sont asphyxiées. Oui, quand dans un pays, les gouvernements, les programmes de l'État central sont bloqués, j'ai parlé du BTP, parce que c'est lui qui tire le développement. Quand le BTP marche, le transport marche, les cimenteries marchent, les basaltes marchent, les carrières de sable marchent, tout marche. Mais tous ces secteurs sont presque à l'agonie. Autrement dit, donc même la croissance peut-être aujourd'hui... La croissance est complètement... Donc, l'État central est bloqué. Oui. Les collectivités locales en termes de développement d'infrastructures sont bloquées. Certaines ne parviennent même plus à payer leur salaire. Le secteur privé, prenez la question de l'immobilier. Parce que les chantiers, ce n'est pas seulement le BTP, ce n'est pas les chantiers de l'État. Il y a des privés qui ont des projets. Certains ont des moyens financiers, d'autres passent par des banques. Mais pour faire un projet, il faut avoir des autorisations administratives. Dans toute la zone des Almadies, aéroports. Mais tous ces chantiers-là sont bloqués. Parce que les gens sont venus, ils ont fait un rapport qui est sur la table du Premier ministre. Aucune décision n'a été prise. Tu ne peux pas avoir d'autorisation de construire. D'autres avaient pris des crédits au niveau des banques. Le délai de construction est épuisé. Ils ne peuvent pas louer ces maisons. Et la banque est en train de prélever les trucs. Il y a des impayés. Aujourd'hui, les notaires qui sont en charge de la construction des garanties, de la construction des sociétés, mais ils sont bloqués. Le secteur bancaire a des difficultés. Oui, mais c'est vrai que vous faites le constat. Oui. Mais le politique que vous êtes, doublé également du banquier, peut-être vous pouvez amorcer quand même une réflexion, je veux dire, d'action en direction des pouvoirs publics, ne serait-ce que pour peut-être convaincre ceux qui ont votre oreille. Oui, mais en ma qualité de député à l'Assemblée nationale, quand le Premier ministre Ousmane Sonko est venu présenter sa déclaration de politique générale, quand il a fini de décliner les grandes masses des ressources financières sur lesquelles l'État devrait se baser pour financer l'économie, je faisais partie des gens qui sont intervenus. À ce jour, je lui avais posé 3 questions. Okay. En plénière ou en plénière. Okay. C'est quand il faisait sa déclaration. Oui, je vois. La première, je lui avais demandé qu'il nous dise où se trouve le compte de 1000 milliards. Oui. Il n'avait jamais répondu. La deuxième, je lui avais demandé de me confirmer quand est-ce qu'il va organiser les élections territoriales. Mais la plus importante pour moi, c'était de lui montrer que les sources de financement aujourd'hui sur lesquelles ils veulent se baser, c'est à partir des ressources de l'épargne des Sénégalais, du Sénégal et de la diaspora, n'ont pas assez conséquentes pour financer le gap. Et je l'avais dit, il ne faut pas prendre le risque de s'affranchir des bailleurs traditionnels le temps d'avoir une souveraineté financière et monétaire. Aujourd'hui, la principale difficulté que nous avons, Mamadou, elle est financière. Tant que le Sénégal ne réglera pas son problème avec le FMI, je ne parle même pas des financements du FMI, mais il y a d'autres bailleurs comme la banque anglaise là, comme la JICA, comme la BAD, sur certains programmes, ils ont tous bloqué parce qu'ils attendent le feu vert. Donc aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est de dire au gouvernement de revoir leur approche par rapport au financement. Et la preuve, quand on a, après sa déclaration, ils ont lancé le plan 2050. Ils ont fait un plan de redressement. Mais chaque plan avec une nouvelle orientation, mais pour l'essentiel, c'est basé soit sur l'épargne des Sénégalais qui n'existe pas encore, de la diaspora ou des Sénégalais d'ici, ou sur un surplus d'impôts qui finira par tuer l'impôt. Parce que si on veut imposer tout le monde à outrance, les sociétés de presse là qui ne gagnent plus rien, si tu veux leur payer des impôts, comment ils vont les payer? Et le harcèlement, c'est dans tous les secteurs. Donc, pour moi, en tant qu'acteur politique, mais en tant que parlementaire, c'est de dire au gouvernement de faire attention. Il faut négocier ce virage, retrouver des financements assez structurants pour financer le développement. Parce que pour le moment, les seuls crédits que nous avons au niveau
du système bancaire de l'Union, c'est pour financer le fonctionnement. Et là, je vais attirer l'attention du gouvernement, parce qu'il y a quelques semaines, il y a beaucoup de directeurs généraux de banques qui ont été convoqués à la police. Ouais. Et c'est un mauvais signal ou... C'est un mauvais signal quand ça ne se justifie pas. Et malheureusement, ce que les gens ne savent pas, c'est que la corporation bancaire est très surveillée. Elle est très surveillée. Vous avez fait la banque. Chaque banque a 4 commissaires aux comptes, 2 titulaires et 2 suppléants. En plus des commissaires aux comptes, il y a la commission bancaire de l'UEMOA, la COBA, qui supervise ces banques. Donc, dans le cadre des investigations, il peut arriver pour des raisons qu'on convoque un dirigeant de banque. Mais convoquer 6, 7, 8 DG de banque pour des opérations, il n'y a aucun DG de banque qui peut transférer des fonds publics sans ordonnateur. Donc, véritablement, si c'est juste pour faire des investigations, on n'a pas besoin de convoquer des DG. Ça donne une mauvaise impression et malheureusement, ça stigmatise. Surtout pour les groupes étrangers. Je peux parler du groupe Société Générale, je peux parler du groupe Attijari Bank, je peux parler de la BID. Parce qu'il n'y a aucune filiale, aucune maison mère qui accepterait que son directeur général soit convoqué face des va-et-vient au niveau de la police. Et généralement, les gens qui les interrogent ne savent même pas la portée ou la nature des opérations.